Merci, bonjour à tous. Donc merci Barbara, merci à toute l'équipe pour cette initiative. Alors je vais commencer très vite à vous proposer un petit état des lieux de ce qu'on appelle la pente en Martinique. Alors déjà pour vous dire que c'est une donnée, c'est une conscience qui date déjà d'un peu. Déjà dès les premières années avant Jésus-Christ, dès plus de 800 avant Jésus-Christ, on retrouve des constructions en pente qui sont basées à la fois sur une expression du rapport au paysage et à la nature, mais d'autant cas à un besoin de l'homme de se rapprocher soit d'une idéologie, c'est le cas pour le Machu Picchu au Mexique, pour se rapprocher, si vous voulez, de l'astre qui y était vénéré. Et puis, sur le cas du jardin de Babylone, l'illustration rapidement que je vous ai mise, pour se rapprocher d'un élément d'agrément. Donc on est déjà, dès le départ, dans cette dynamique de construire sur les pentes. Ensuite, très vite, dès le XXe siècle, la pente va être occupée, non pas parce qu'il n'y a pas de terrain plat, on va le voir tout à l'heure, mais parce qu'elle va permettre à l'architecture d'exprimer des situations inhabituelles, d'embrasser un cadre de vue, et finalement de concevoir autrement. C'est vraiment quelque chose qui va dynamiser l'architecture. Donc les quelques illustrations que je vous ai mises, qui sont donc la fameuse maison de Frank Lloyd Wright, la maison sur la rivière, qui n'est pas une maison qui a dû, comme l'a dit M. Morin tout à l'heure, construire à côté d'une rivière, mais pour le coup, l'architecte s'est appliqué à concevoir la maison comme un élément de la rivière. Et puis, de l'architecture du logement collectif en Suisse allemande, c'est les fameux immeubles de logement de l'atelier 5 qui sont faits donc, à la fin de la période de la guerre froide, pardon, et qui témoignent là aussi d'un élan de construction sur la pente, alors qu'on est vraiment dans un système totalement isolé. Et puis quelques illustrations un peu plus locales de notre architecte Jérôme Noël. En 1848, donc on est dans un territoire Martinique-Guadeloupe et aussi d'autres territoires insulaires. On a l'abolition de l'esclavage. Des esclaves sont libérés. Pour le coup, les esclaves travaillaient, œuvraient, étaient esclaves donc dans des zones contrôlées par des colons. Et cette libération-là va se traduire par une quête de terre pour qu'ils puissent s'alimenter. Donc ils vont d'abord fuir ces habitations, enfin être libérés, être affranchis, comme on dit. Et ils vont devoir trouver une existence et la placer le plus possible, le plus loin possible de leur ancien hébergement, de leur ancienne case. Et donc très vite, le morne va être une solution de repli. Soit dit en passant, ces mêmes mornes avaient déjà servi à marronner, donc il y avait déjà quelques références, quelques réussites, si on peut s'exprimer ainsi. Mais le morne va permettre aussi très vite de capter, si vous voulez, cette nouvelle population, et pour finalement vivre et développer tous les systèmes que nous connaissons, les fameux jardins créoles et tous les quartiers. Les quartiers, justement, qui sont... Bon, il y a un truc qui ne fonctionne pas. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a localisé, en travaillant sur ce document, pas loin d'une cinquantaine de noms de quartiers ou de lieux-dits avec le mot fond. Il y avait une vidéo, là, normalement. Avec le mot fond, ravine, morne, qui va encore justement signifier que dans notre culture, que dans notre vocabulaire, que dans nos expressions, on est bien dans une dynamique d'habiter dans des quartiers qui sont finalement pas plats, et avec quelques risques, quelques dangers et quelques aléas. Ces fameux mornes ont été romancés, donc on a les quelques illustrations que je vous ai mises ici de Patrick Chamoiseau, qui parlent de terre bouleversée, qui parlent de déposer des cases sur des terrasses creusées, qui parlent de placer derrière des mornes. Donc bien montrer aussi ces illustrations qui, je vous le dis encore, hein, sont romancées, mais qui viennent à la fois de la littérature de Howard, et y compris du micro. Trahison du micro de la technique. Trahison du micro. Oui, ça y est, c'est revenu. Oh, miracle. Voilà, et toute cette littérature qui nous amène, qui nous a accompagnés dans toute cette évolution de l'architecture et de l'occupation de ces mornes. Les mornes que nous connaissons, hein, que l'on connaît aujourd'hui encore, donc sont des mornes. Là, on a quelques photos des mornes qui sont au-dessus de Rivière-Pilote, entre Saint-Esprit et Rivière-Pilote, où on voit dans du diffus, et ça c'est très important de le noter,
on voit encore du diffus d'habitation avec... je ne sais pas si j'ai un pointeur, on voit. En fait, vous ne voyez pas grand-chose. Du bâti hétéroclite, bâti à plusieurs niveaux, avec des pilotis visibles, de manière qui vont effectivement déjà là donner quelques aperçus. Et vous dire aussi que dans ces quartiers, dans ces mornes, dans ces ravines, dans ces fonds, le bâti a tendance à suivre. Donc il va s'épancher, il va s'étaler en fonction dès qu'il va avoir une opportunité de s'étaler. Et quand il est en crête, comme c'est le cas sur le quartier des Marinières, comme sur certains quartiers, il va plutôt rester en file le long des crêtes, le long des mornes. Il n'empêche qu'on aura à chaque fois des typologies de conception urbaine des quartiers qui seront très adaptés au sol. Et en fait, on se rend compte aussi que ce sont les quartiers, c'est la façon dont la Terre est, la Terre dans sa modélité, dans sa forme, qui va donner le nom au quartier, et du coup qui va donner le nom aux gens qui habitent le quartier. On habite Fontvieille-au-Mont, les gens sont de tel quartier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément agriculteurs, etc. Mais n'empêche, il y a cette identité de quartier qui reste encore aujourd'hui. On arrive un petit peu, je fais un peu plus vite parce que j'ai quelques éléments que je voudrais vous partager. Donc, on est parti de l'habitation, des anciennes habitations. On est arrivé dans les mornes qui ont été esquissées par les esclaves et les marrons, pour arriver finalement en transposant toute cette synergie, toute cette connaissance dans la ville. Alors les villes aujourd'hui, on a pris l'exemple ici on voit l'exemple de Berge-de-Briand à Fort-de-France, à Trenel-Citron. Aujourd'hui, on sait qu'environ 75% dans les territoires insulaires de France, donc antillais, je précise, vivent dans des zones urbaines. Donc on a ici, sur cette image, ce qu'on aurait pu voir sur l'image d'avant si vous aviez une meilleure qualité, c'est une transposition, un transport en ville de tout ce qui a conçu un quartier de morne, de campagne, avec les jardins partagés, avec la densification qui va faire à la fois proximité, besoin, mais aussi urgence, et qui va aussi, par nature et par obligation, créer un certain nombre de dommages. On a le niveau de finition des bâtis, puisque l'habitat, je le rappelle, l'habitat populaire est un habitat que l'on fait au gré de ses opportunités, au gré de ses possibilités. Et en tout cas, on a des quartiers qui sont vivants. Alors, on n'a pas le bruit, on n'a pas l'odeur, mais on imagine dans un quartier comme celui-ci, la musique, les bruits de véhicules qui passent, les odeurs de repas, les animaux, etc. Ce sont des quartiers vivants que l'on a sur nos mornes. Nos mornes, avec effectivement ici, on voit qui ont transposé, je vous disais, qui ont transposé des habitudes de mornes de campagne, avec la notion de vivre en famille élargie, avec la proximité de la personne âgée ou d'un parent à côté. Sur la photo de droite, on voit les pilotis qui commencent à migrer. On est passé des constructions en bois, en tôle. Vous avez très, très, très rapidement constaté qu'on est passé une certaine durcification du bâti au profit de matériaux nobles et dits nobles, qui signifiaient pour chacun de ses habitants une évolution, une amélioration de son cadre de vie et donc de son accès à la modernité. Là encore quelques illustrations, donc à la fois du pilotis bien fait, mal fait, mais ce qu'il force est de constater que c'est des choses qui sont faites. Et c'est là que je vais vous amener petit à petit à vous montrer que dans ces quartiers qui sont des quartiers, je ne l'ai pas dit, mais on l'a compris, autoconstruits, qui sont des quartiers d'habitat informel, il y a réellement dans ces quartiers un savoir-faire. Et puis les risques, ils sont connus. Les habitants les connaissent pour la plupart, et nous tous on les connaît ici. Donc le glissement de terrain qui va être favorisé à la fois par la densité urbaine qu'il y a dans ces zones, mais aussi par les précautions d'usage qui ne sont pas prises pour gérer les ruissellements, etc. Le risque sismique donc lié à cette problématique, le glissement de terrain. Le risque incendie, qui va être un risque important dans ces quartiers, puisque densité, matériaux, stockage de bois, stockage de charbon, des cuisines encore ouvertes avec des véhicules, enfin bref, des activités économiques qui vont se mettre sous les maisons. On a des risques d'incendie avec la possibilité d'une propagation assez importante. D'autant plus que ces quartiers sont, en termes de réseau, très peu équipés et la lutte contre l'incendie dans ces quartiers est quasiment inexistante. Les risques d'origine technologique et naturelle, un quartier de pente
peut être un quartier de littoral. Donc, les Sargasses nous ont rappelé, notamment pour la problématique littorale, un quartier situé au vent dominant est un quartier exposé à un risque naturel. Et puis, les risques technologiques, puisque des quartiers peuvent être à proximité de zones d'activité économique. Je prends l'exemple, même si la pente n'est pas énorme, des quartiers qui sont situés dans le périmètre de la Sarraz, à Fort-de-France, au Lamentin du moins. L'engorgement, c'est un nouveau mal qui touche ces quartiers. Ce n'est pas un mal qui est sur les PPRN, mais c'est le mal que nous créons nous-mêmes par nos véhicules, par nos stationnements, et qui est de nature à rendre ces quartiers encore plus pénibles et du coup encore moins accessibles, de moins en moins accessibles. Et puis le dernier qui n'apparaît pas à l'écran, mais dont je vais vous parler, c'est le risque d'isolement. Parce que même si ce sont des quartiers qui sont denses, même si ce sont des quartiers qui se sont bâtis autour d'une fraternité, d'une économie, autour d'une intention de faire ensemble, eh bien, la modernité nous a rattrapés et des fois enfermés dans nos maisons climatisées. On peut très bien avoir des personnes âgées ou même des jeunes qui sont isolés et qui finalement peuvent très mal vivre ces quartiers. Alors, le CAE, Madame Jean-Élie vous l'a présenté rapidement, le CAE c'est un organisme qui fait du conseil et nous sommes là à côté de chacun d'entre vous, professionnels du bâti, auprès des habitants, auprès des collectivités, pour à la fois décanter le message, la bonne parole de l'architecture bien faite, mais en même temps aussi vous rapporter à vous, techniciens, la perception qu'ont les habitants, qu'ont les fameux usagers, les gens qui ont l'expertise d'usage, qui ne savent pas faire une dalle bien, mais qui savent à quel moment il faut qu'ils sortent de leur maison, à quel moment il faut qu'ils coupent un arbre, qu'il faut qu'ils élaguent un citronnier, etc. Donc on a vraiment cette place privilégiée et nous souhaitions vous la faire partager au travers d'un petit sondage que nous avons réalisé en 2022 dans le cadre d'une précédente sollicitation sur la résilience et la perception qu'ont les habitants dans ces quartiers de la notion de résilience, puisque la résilience, on l'imagine, on parle de risques, on parle de choses difficiles, mais dans ces quartiers, il ne demeure pas moins une formidable énergie, une formidable envie de faire, et surtout, on le voit, une légère défiance, parce qu'il y a toujours une méfiance. Sur les 50 pas, c'est beaucoup le cas, mais sur les quartiers autoconstruits urbains, c'est aussi le cas. 70% des sondés qualifient leur logement de logement en bon état. La perception de la notion de bon état, c'est une maison pour un habitant de pente. Une maison en bon état, c'est une maison à partir de laquelle il peut rentrer chez lui, il est fermé, il a une vue, il a une ventilation et les voisins n'est pas trop près. Aussi paradoxal, ça aussi c'est une donnée qui doit être prise en compte puisque dans nos normes doit intégrer cette spécificité. Les sondés déclarent aussi avoir participé à la construction de leur habitation. Il n'échappe à personne que nous sommes dans des quartiers autoconstruits et que les normes que nous tenterons de définir, les évolutions, j'ai entendu beaucoup de choses tout à l'heure, doivent absolument ne pas perdre l'idée que toutes ces normes et toutes ces propositions, toutes ces améliorations devront être captées, devront être préhensibles, devront être utilisables directement par ces habitants. Donc ça veut dire qu'il faut un langage, il faut une praticité. Les sondés estiment toutefois être soumis à un risque naturel important. Mais ça pas grave, entre guillemets, comme ils disent. Et c'était cette fameuse fatalité qui n'en est pas une, mais va bien montrer finalement que, n'oublions pas que si on intègre que toutes ces populations viennent de mornes, donc tout ce qu'il y a dans le vécu, dans le processus qui a permis de sortir d'une habitation, d'habiter à Morne, de venir en ville. Je vous ai épargné tous les exodes ruraux, toutes les crises agricoles, toutes les éruptions de la montagne pelée qui ont précipité ces populations sur la ville. Reconstruire un logement, à partir du moment où il n'y a pas de mort, ça faible. Et les gens vous le disent. Parce que ces gens reconstruisent, ce sont des autoconstructeurs réguliers. Ils achètent chaque semaine un sac de ciment, il y a toujours des matériaux, il y a toujours de quoi consolider. Les comportements face au risque, nous avons été surpris de la connaissance qu'ont les gens de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faudrait faire. Et donc voilà ce que nous déclarent les gens, les habitants de ces quartiers.
sur ce qu'ils pourraient faire pour être autonomes, parce que cette fameuse autarcie que l'on a dans un quartier, son isolement, finalement, vous voyez, c'est quand vous entrez à Trenel, que vous entrez à Volga-Plage ou que vous allez à Morne-à-Bellard, il y a une entrée qu'il faut déjà trouver. La sortie, on la trouve en général quand on a trouvé l'entrée. Mais c'est un isolement qui va favoriser finalement cette vie ensemble, qui va booster tout ce qui est revenu de la campagne, toutes ces stratégies de lutte, de faire ensemble, de surveiller l'autre, de coups de main, de sous-sous. Voilà, toutes ces choses qui font les quartiers, qui font finalement la Martinique. On est fiers de dire, on parle de coups de main, dans beaucoup d'architecture, dans beaucoup de livres, on parle de ces techniques. Et donc, voyez, donc bâtir en partie un logement, souscrire à des assurances, les gens savent. Et l'expression de la solidarité dans ces quartiers, j'en ai parlé juste avant, elle s'exprime principalement par des associations et des clubs. Donc il y a des entrées, c'est-à-dire qu'au-delà de l'individu qui habite dans un quartier, il y a cette importance et ce besoin de se rassembler à un moment ou à un autre. Ça peut être auprès d'un chanté Noël, ça peut être auprès d'une activité quelconque. Dans beaucoup de quartiers, sont des quartiers très performants en termes de sport, de culture. Ça, on le sait, il y a des associations de pétanque, il y a des musiciens émérites, il y a des hommes politiques aussi qui viennent de ces quartiers. Donc tout ça pour dire que il y a des intermédiaires, il y a des interlocuteurs privilégiés dans ces quartiers. Et puis, les gens s'expriment. Pour eux, la résilience, finalement, dans un quartier de pente, c'est simplement la capacité à se reconstruire, à réinventer et à poursuivre sa route, malgré les difficultés rencontrées. C'est quand même pas mal, ça. Et puis, c'est accepter les aléas de la vie et trouver des solutions. C'est se retrousser les manches, ne pas arrêter, ne pas pleurer, chercher les assurances, etc. Il y a un mur qui est cassé, il y a une dalle qui est cassée, nous qu'à assembler, nous qu'à, hop, un dynamo et la dalle est reconstruite le lendemain. Et les gens aussi savent ce dont ils ont besoin. Alors c'est vrai qu'ils le demandent souvent en politique, on entend, hein, il y a beaucoup d'émissions et beaucoup de moyens qu'ont les gens d'exprimer leur mécontentement et leurs demandes. En radio, en télé, aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux permettent de beaucoup faire sortir ces choses. Mais globalement, c'est la demande de formation qui va faire consensus. Faire soi-même, oui, c'est-à-dire que forcément, s'il y a des associations qui sont en place, elles vont demander des outils, des pelles, des bâches. Si on prend l'exemple qu'il y a eu, par exemple, suite à l'ouragan Irma, il a fallu donner aux gens le moyen de faire, le temps que les secours puissent arriver. Et puis, mais bon, globalement, c'est la formation. Là, je vais vous proposer maintenant quelques pistes. Parce que en 2 minutes. En 2 minutes. Voilà, quelques pistes. Donc, la sensibilisation, je me disais bien que j'avais été long. La sensibilisation, donc, il s'agit pour vous, de sensibiliser les populations. Donc, continuer les documents que nous avons écrits, nos positions politiques, techniques, ne doivent pas perdre en compte qu'il s'agit de sensibiliser, de former les gens, de leur donner des vrais outils, mais qui sont à leur portée. De parfaire une connaissance et surtout de la mapper, de la répandre auprès des écoles, auprès des étudiants, auprès des associations. De favoriser l'initiative, cette initiative que les gens réclament, la leur donner, l'encadrer, parce que l'initiative ne veut pas dire autonomie, ne veut pas dire liberté. De construire des mémoires collectives dans ces quartiers, puisqu'on a besoin de repères aussi dans ces quartiers. Et puis de cette réglementation, un PLU, un PPRN, les expliquer. Et autant que possible, chaque fois qu'ils devront évoluer, chaque fois qu'ils pourront évoluer dans un sens, parce que M. Denant en a parlé, on a un territoire qui est montagneux, on a un territoire qui est comme il est. Il va bien falloir qu'on se pose la question. Monsieur Safache, qui n'est pas dans la salle, n'arrête pas de signaler que l'eau va monter. Il va falloir qu'on s'y mette et qu'on commence à construire en conséquence, à faire évoluer. Donc on habite, effectivement, je vais aller vite, hein, sur quelques tentatives et quelques opérations qui sont faites. Habitat renouvelé en Outre-mer, la SAS Bonheur sur l'habitat, l'écoquartier Bonheur, qui vont tendre à proposer des nouvelles lectures. Mais rien n'ira finalement si il y a un blocage. À un moment, il va falloir qu'on se mette en position de travailler ensemble. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce que nous faisons déjà. Mais il y a des blocages techniques, il y a des blocages économiques, nous avons des blocages institutionnels, et puis finalement, on a des blocages dans notre tête. Il va falloir qu'on arrive à se mettre ensemble, à créer, de par le CAIE, que nous travaillons déjà beaucoup à cette sensibilisation, à cette vulgarisation de l'architecture, sans
habitants éclairés, sensibles, acteurs, et j'ai envie de dire responsables, quoi que l'on sorte de cette salle, ça ne fonctionnera pas. On a essayé avec les fosses septiques, avec l'assainissement, avec l'eau, avec l'électricité. On voit bien qu'on a besoin d'embarquer des gens dans des actions positives. Il faut que l'habitant d'un quartier de Morne se sente respecté dans son intégrité, qu'on arrête de le pointer du doigt, parce que voilà, on est tous sur la rocade. Quand on est dans la rocade, dans l'embouteillage, on voit ces maisons, c'est coloré. Vous savez qu'aujourd'hui, à Trenel, il y a un tour opérateur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent visiter Trenel, qui viennent en bus visiter Trenel. Donc on a des joyaux dans nos quartiers, on a des associations qui sont demandeuses, et on a des élus qui souvent sont pieds et mains liés, puisqu'ils savent qu'il y a un risque. Les moyens n'existent pas, les moyens techniques n'existent pas, les gens veulent autoconstruire, ils ne peuvent pas. Faire un permis de construire à Trenel, il sera refusé. Donc globalement, on ne fait pas de permis, on se débrouille. Les gens ont besoin de technique, les gens ont besoin d'aide. Merci beaucoup. Merci Didier Yokessa d'avoir mis l'humain en fait au cœur de cette question qui de prime abord paraît exclusivement technique, mais voilà, vous avez remis l'humain. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. On enchaîne.